Aujourd'hui, on va décortiquer un livre fascinant et assez controversé qui vient bousculer une des idées les plus ancrées sur ce que nous sommes. Ça, c'est l'idée reçue, la vision classique, formulée ici par le grand paléontologue Stephen Jay Gould. L'idée est forte, l'évolution humaine se serait arrêtée, net. Notre matériel biologique, notre hardware, si on veut, n'aurait pas bougé d'un iota depuis des dizaines de milliers d'années. Sauf que, il suffit de jeter un œil autour de soi pour que cette certitude se fissure un peu. Les différences physiques évidentes entre les populations humaines, tout ça laisse penser que l'histoire est peut-être un peu plus complexe. Et c'est justement là qu'intervient le livre L'explosion des 10 000 ans. Il propose un contre-pied total, une thèse qui vient dynamiter cette vision traditionnelle de notre histoire biologique. Alors, voilà l'affirmation centrale, et elle est pour le moins stupéfiante. Loin d'être à l'arrêt, l'évolution humaine aurait mis un coup d'accélérateur monumental. Elle se poursuivrait aujourd'hui à un rythme effréné, 100 fois plus rapide que la moyenne sur les millions d'années de notre lignée. Pour bien comprendre cette thèse explosive, il faut d'abord revenir sur l'argument qu'elle cherche à démolir, c'est-à-dire l'idée reçue de la fin de notre évolution. La logique derrière cette idée est assez simple. La culture nous aurait permis de nous adapter beaucoup plus vite que la biologie. Pourquoi développer une fourrure épaisse sur des milliers d'années quand on peut coudre des vêtements ? Pourquoi attendre une évolution vers des muscles plus puissants quand on peut inventer un arc et des flèches ? Bref, l'évolution biologique serait devenue obsolète. Mais les auteurs du livre, eux, balaient ça d'un revers de main. Pour eux, des changements évolutifs rapides, non seulement c'est possible, mais en plus, on en a des exemples tout autour de nous. L'idée que 50 000 ans ne sont qu'un clin d'œil à l'échelle de l'évolution serait une erreur fondamentale. Prenons un exemple qu'on connaît tous, le chien. On a commencé à le domestiquer à partir du loup il y a à peu près 15 000 ans. Et regardez le résultat. L'incroyable diversité de formes, de tailles qu'on a pu créer en un temps record. Et les différences ne sont pas que physiques, loin de là. Un loup, il ne sait pas déchiffrer nos gestes, alors qu'un chien est un expert. Le loup mâle est un père modèle qui aide à élever des petits, alors que le chien mâle, beaucoup moins. Ce sont des changements de comportement et de physique énormes en un temps record. Et ça ne s'applique pas qu'aux animaux. Ça, c'est la théocinthe, une simple herbe sauvage. En à peine 7000 ans, par sélection, on l'a transformée en maïs moderne. C'est à peine reconnaissable. Le point des auteurs est donc très simple. Si on a pu faire ça avec les chiens et le maïs, pourquoi est-ce que ça serait différent pour nous-mêmes ? Ces exemples montrent bien que l'évolution peut être incroyablement rapide quand les pressions de sélection sont fortes. D'accord, mais alors quel a été le moteur de cette accélération chez l'humain ? Eh bien, selon le livre, la réponse tient en un mot, l'agriculture. Loin d'arrêter l'évolution, elle a au contraire créé une tempête de nouvelles pressions de sélection. Cette chronologie le montre très bien. Après la sortie d'Afrique, la mention de l'agriculture il y a 10 000 ans a absolument tout changé. Et la biologie a suivi. Les analyses génétiques montrent un pic d'apparition de nouvelles mutations avantageuses il y a environ 500-500 ans, bien après le fameux point d'arrêt supposé de notre évolution. Et ces pressions, elles ont eu des réponses évolutives très concrètes. Le passage à un régime riche en céréales, par exemple, a favorisé les personnes qui avaient des copies en plus du gène de l'amylase, qui aide à digérer l'amidon. L'élevage d'animaux laitiers a favorisé la capacité à digérer le lactose à l'âge adulte. Et puis, la vie en groupe plus dense a favorisé les gènes de résistance aux nouvelles maladies. Là, on peut se demander comment est-ce que quelques changements génétiques peuvent se propager aussi vite et avoir un tel impact. La réponse, en fait, c'est toute la puissance de la sélection naturelle. Tout est une question de ce qu'on appelle les allèles avantageux. Un allèle, c'est juste une version d'un gène. Si une nouvelle version donne ne serait-ce qu'un tout petit avantage, mettons mieux digérer le lait ou résister un peu mieux à une maladie, eh bien elle peut se répandre dans la population de façon spectaculaire. Et tenez-vous bien, voilà un chiffre qui illustre ça parfaitement. Un seul allèle qui offre un avantage de survie de 10% a 4000 fois plus de chances de se répandre dans toute la population qu'un allèle neutre. C'est ça la puissance exponentielle de la sélection. On arrive maintenant à la partie la plus provocatrice du livre, une idée qui touche aux origines même de ce qu'on appelle la créativité humaine moderne. Voici un exemple d'objet symbolique d'avant ce qu'on nomme le grand bond en avant. C'est un morceau d'ocre gravé, trouvé en Afrique du Sud. C'est une trace importante, oui, mais ça reste relativement simple. Et maintenant, faites un saut de 40 000 ans plus tard, en Europe. Regardez la différence. Des sculptures d'une complexité folle comme l'homme-lion, des peintures rupestres incroyables. C'est une véritable explosion artistique et technologique. La question c'est, que s'est-il passé ? Les auteurs posent la question avec une analogie très parlante. Est-ce que cette révolution était purement culturelle, une sorte de mise à jour du software, de nouvelles idées qui se transmettent ? Ou est-ce que c'était biologique, une mise à niveau du hardware, c'est-à-dire de notre cerveau lui-même ? L'hypothèse qu'ils avancent, c'est l'introgression. Quand les humains modernes ont quitté l'Afrique, ils se sont hybridés avec d'autres populations humaines, comme les Néandertaliens.
Ce métissage, même s'il était rare, aurait pu introduire des gènes avantageux dans notre génome. Des gènes qui nous auraient aidés, par exemple, à nous adapter à de nouveaux climats ou à de nouvelles maladies, provoquant une mise à niveau rapide de notre matériel. Au final, ce que ce livre nous propose, c'est de changer complètement notre regard. L'histoire humaine ne serait pas juste une histoire culturelle posée sur un socle biologique figé, non, ce serait une histoire biologique en cours, un processus d'évolution qui ne s'est jamais arrêté et qui continue de nous façonner. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si l'agriculture a été un moteur évolutif si puissant, quelles sont les pressions de notre monde moderne? La médecine, la vie en ville, la mondialisation, qu'est-ce qui est en train de nous façonner, là, maintenant? L'histoire de notre évolution, c'est clair, est loin d'être terminée.